Ma femme a dit que j'étais un échec inutile et m'a jeté dehors. Va vivre dans la rue, a-t-elle crié. Elle ne savait pas que je gagnais 15 millions de dollars par an, alors j'ai juste souri et je suis parti. 3 semaines plus tard. Elle m'a dit d'aller vivre dans la rue. Elle n'avait aucune idée que la rue ne pouvait pas se me permettre. C'était la phrase qui me tournait dans la tête pendant que Lorraine se tenait sur le seuil de la maison que j'avais payée, pointant un doigt sur ma poitrine comme si elle allait un taxi. « Tu es un échec inutile, Denny » a-t-elle hurlé. « Va vivre dans la rue. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. Je suis resté là, dans l'air froid de Bangor, les mains dans les poches de ma veste, et j'ai souri. Je ne le savais pas encore, mais ce sourire était la dernière chose que Lorraine Kingsley verrait de moi qui ressemblerait de près ou de loin à de l'affection. Bon retour parmi nous. Versez votre café, installez-vous confortablement et préparez-vous car dans ces histoires, le karma trouve toujours la bonne adresse. Abonnez-vous pour ne jamais manquer la suite. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Pas très loin, juste assez pour que vous compreniez pourquoi un homme adulte peut se faire traiter d'inutile par la femme qui a dormi à ses côtés pendant 19 ans sans sourciller. Nous vivions dans une maison coloniale de 2 étages au bout tranquille d'une rue bordée d'érables. Le genre de maison qui paraît modeste de la route et modeste de l'intérieur aussi, parce que c'est comme ça que je la voulais. Un revêtement beige, une balancelle sur le porche que Lorraine n'a jamais utilisé. Un garage que je gardais verrouillé, non pas parce que j'avais quelque chose à cacher au sens traditionnel du terme, mais parce que ce qu'il y avait à l'intérieur ne regardait personne. Cette soirée a commencé comme la plupart des soirées des derniers mois, avec Lorraine déjà agacée avant même que j'aie enlevé mes chaussures. « Tu es en retard » a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. 15 minutes, ai-je répondu. La circulation sur Hammond. Il n'y a pas de circulation à Bangor, Denny. Il n'y a jamais de circulation à Bangor. Elle n'avait pas tort, mais elle ne parlait pas vraiment de la circulation. J'aimerais vous dire que je l'ai vu venir, toute cette implosion. Mais la vérité, c'est que j'étais devenu bon, trop bon, à ne pas regarder directement ce qui se passait dans mon propre mariage. Je m'étais entraîné comme on s'entraîne à ignorer un voyant de contrôle du moteur dont on connaît déjà la réponse. Je savais que ça finirait par me coûter cher. Je ne savais tout simplement pas que ça me coûterait cher une nuit froide et aléatoire, avec la lumière du Porsche qui vacillait et le chien d'un voisin qui aboyait à 3 mètres de là. « Ma mère pense que tu es déprimé » a dit Lorraine. Pauline dit que tu traverses ta propre vie en somnambule. Ta mère pense que le facteur l'espionne. Ne fais pas ça. Je suis sérieuse, Lorraine. Je vais au travail. Je rentre à la maison. Je fais les choses qu'une personne fait. Je ne sais pas ce que Pauline veut de plus de ma part. Elle veut que tu veuilles quelque chose, Denny. N'importe quoi. Tu avais de l'ambition avant. Maintenant, tu es juste. Elle a agité une main vers moi comme si elle désignait une tache sur le tapis. Ça. Je n'ai rien dit. C'était l'erreur numéro 1, si vous comptez. Parce que le silence pour Lorraine n'était pas la paix. C'était du carburant. 46 ans, a-t-elle dit, et tu portes toujours les 3 mêmes chemises en flanelle que tu avais dans la trentaine. Tu conduis une Camry avec un rétroviseur latéral fissuré maintenu avec du ruban adhésif électrique. Sais-tu ce que fait le mari de Rachel? Il vient d'être promu associé. Le petit ami d'Adrienne vient de lui acheter un bateau. Denny, un bateau. Et toi? Tu ne peux même pas réparer un rétroviseur. J'aime la Camry. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question? Elle a levé les mains au ciel. La question, c'est que j'ai épousé un homme qui, je pensais, allait quelque part, et à la place, j'ai eu un homme qui pointe dans une usine de papier et qui dépointe et qui n'en parle même plus. Tu avais l'habitude de me raconter des choses. Maintenant, je ne sais même pas ce que tu fais de toute la journée. Si seulement elle savait. Elle était loin de se douter que cette phrase, « Je ne sais même pas ce que tu fais de toute la journée », était sur le point de devenir la chose la plus chère que Lorraine Kingsley ait jamais dite à un autre être humain. Je fais mon travail, ai-je dit doucement. Saper les factures. Saper une partie des factures. C'est moi qui couvre la moitié de la compte pour les frais de scolarité de Bryce pour l'année prochaine parce que tu as dit que c'était serré. Serré, Denny, on dirait que nous vivons d'un chèque de paie à l'autre. Je n'allais pas la corriger. Pas ce soir-là. Peut-être jamais,
si les choses s'étaient passées différemment. Je couvrirai la compte, ai-je dit. Ce n'est pas non plus la question. Sa voix s'est brisée, montant d'une octave, et j'ai entendu des pas à l'étage. Bryce, sans aucun doute, se tenant en haut des escaliers comme le font les jeunes de 16 ans, écoutant leurs parents se déchirer et prétendant que ce n'est pas le cas. Alors, quelle est la question, Lorraine? Parce que je suis debout ici depuis 10 minutes à essayer de comprendre ce que tu veux que je dise. Je veux que tu sois un homme qui va quelque part. Je veux un mari pour qui ma sœur n'a pas pitié. Je veux. Elle s'est interrompue, la poitrine haletante, et quelque chose sur son visage a changé. Quelque chose de plus froid s'est mis en place, comme si elle avait tourné autour de cette décision pendant des mois et avait finalement décidé de s'y arrêter. Tu sais quoi? Je veux que tu partes. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Répète ça, ai-je dit. Je veux que tu partes, Denny. J'en ai assez. J'en ai assez de prétendre que tout va bien. J'en ai assez de te regarder te traîner dans cette maison comme un fantôme qui a oublié qu'il est censé être une personne. Prends tes affaires et va-t'en. Lorraine, va vivre dans la rue, a-t-elle crié. Et je jure que la lumière du porche a vacillé comme si elle était d'accord avec elle. On verra jusqu'où tes chemises en flanelle et ta Camry te mèneront là-bas. Peut-être qu'alors tu te souviendras de ce que c'est que l'ambition. Bryce est descendu à mi-chemin des escaliers. Maman. Retourne dans ta chambre, Bryce, a lancé Lorraine, sans même se retourner. J'ai regardé mon fils, 16 ans, grand pour son âge, ma mâchoire et les yeux de Lorraine, et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais pas prévu. Pas de peur, pas même de surprise, juste de la lassitude, comme s'il avait regardé ce film assez de fois pour savoir comment il se terminait. Papa, a-t-il dit doucement, est-ce que ça va aller? Rétrospectivement, cette question posée par un jeune de 16 ans dans un escalier à 21h était la seule chose de cette soirée qui comptait vraiment. Ça va aller, mon grand, ai-je dit. Va dormir un peu. Il a hésité, puis est parti. J'ai entendu sa porte se fermer, plus doucement que je ne l'avais prévu. Lorraine a croisé les bras. Eh bien? Je l'ai regardé longuement. 19 ans, 2 hypothèques que nous avions remboursées ensemble, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Un mariage dans un jardin parce que nous ne pouvions pas nous permettre une salle, ou du moins c'est ainsi qu'elle s'en souvenait. Une femme que j'avais aimée, vraiment aimée, pas un amour de façade, pendant la majeure partie de 2 décennies, debout sur le seuil de la porte, me disant d'aller vivre dans la rue parce que je conduisais une Camry. D'accord, ai-je dit. C'était tout. C'était toute la réponse. D'accord. Je suis monté, j'ai fait 2 sacs de sport, des vêtements, la vieille montre de mon père, le dossier du fond de mon tiroir à chaussettes devant lequel Lorraine était passée 1000 fois sans jamais l'ouvrir, et je suis redescendu. C'est tout? A-t-elle dit, presque déçue, comme si elle s'était préparée à une bagarre et que je lui avais coupé l'herbe sous le pied. Tu ne vas même pas discuter? Qui a-t-il à discuter, Lorraine? Tu veux que je parte? Je pars. Où vas-tu bien pouvoir aller? J'ai souri alors. Pas un sourire méchant. Pas un sourire suffisant non plus, même si je comprends que ça ait pu lui paraître ainsi. C'était juste du soulagement, peut-être, ou la première chose honnête que mon visage avait faite depuis des mois. Je trouverai bien une solution, ai-je dit. Elle ne le savait pas encore, mais trouver une solution allait me prendre environ 4 appels téléphoniques et 40 minutes. Je suis sorti par la porte d'entrée dans un air qui sentait la première vraie gelée de la saison. Je suis monté dans ma Camry et j'ai conduit, non pas vers un motel, non pas vers le canapé d'un ami, mais vers le seul endroit à Bangor qui ne m'avait jamais, en 11 ans, traité d'échec inutile. Mon propre immeuble. Voici le truc quand on est sous-estimé toute sa vie d'adulte. On devient très, très bon pour contrôler exactement ce que les gens savent de vous. Je n'avais pas l'intention de construire un secret. Il m'a trouvé comme la plupart des grandes choses le font, de manière détournée et inattendue. Il y a 11 ans, je faisais de la consultation en maintenance pour un fabricant de pièces marines en difficulté sur le front de mer de Bangor. Le genre d'entreprise qui fabriquait des vannes spécialisées et des raccords à pression pour les navires de pêche commerciale et les petits constructeurs de navires le long de la côte du Maine. Je n'étais pas le propriétaire. Je n'étais même pas dans la direction.
J'étais le gars qui comprenait mieux que quiconque dans le bâtiment pourquoi la moitié de leur équipement tombait constamment en panne et comment le reconcevoir pour que cela n'arrive plus. Le propriétaire de l'époque, un vieil homme têtu que tout le monde appelait Hargrove, m'a fait entrer dans son bureau un après-midi, couvert de graisse, et m'a dit, « Kingsley, avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez si cet endroit était à vous ?» Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je redessinerais toute la ligne de raccord autour d'un mécanisme d'étanchéité en instance de brevet que je dessinais sur des serviettes en papier depuis 2 ans et que j'arrêterais de vendre aux compagnies de pêche régionales pour commencer à vendre aux entreprises d'énergie renouvelable offshore qui étaient sur le point d'avoir besoin exactement de ce que nous fabriquions, à une échelle que personne d'autre en Nouvelle-Angleterre n'était en mesure de fournir. Hargrove n'a rien dit pendant un long moment. Puis il a dit, « J'ai 68 ans et je n'ai pas d'enfants qui veulent de cet endroit. Faites-moi une offre. » Je n'avais pas l'argent, pas à l'époque. Mais j'avais le concept et Hargrove avait confiance. Et à nous deux, nous avons structuré un accord. J'achèterai lentement, la participation majoritaire étant acquise sur 5 ans, financée par la croissance même que la refonte créerait. J'ai maintenu mes revenus d'honoraires de consultation bas sur le papier, gardé mon nom hors des documents publics, et laissé Hargrove rester le visage de l'entreprise pendant que je la reconstruisais tranquillement de l'intérieur. Ce seul choix de rester invisible allait définir la prochaine décennie de ma vie. Dès la 3e année, les contrats d'éolien offshore ont commencé à arriver. Des gros, le genre qui ne sont pas mentionnés dans le Bangor Daily News parce que les acheteurs sont des conglomérats d'ingénierie européens qui se moquent de la ville où se trouve votre usine tant que les raccords ne tombent pas en panne à 400 pieds de profondeur dans le golfe du Maine. À la 6e année, je possédais 78% de l'entreprise. Hargrove possédait le reste et percevait un dividende très confortable pour ne presque rien faire, ce qu'il avait plus que mérité. À la 9e année, nous nous étions agrandis 2 fois, avions ouvert une 2e installation près de Portland, et signé un accord de licence pour le brevet d'étanchéité qui, à lui seul, rapportait plus en une seule année que ce que la plupart des gens à Bangor verraient en 3 vies. L'année dernière, entre les bénéfices de la fabrication, les licences de brevet, et un contrat de consultation que je maintenais avec 2 firmes à Boston qui appréciaient mon opinion sur les infrastructures offshore plus que celle de leurs propres ingénieurs. Le montant qui a atterri sur mes comptes après impôts était juste au-dessus de 15 millions de dollars. Lorraine pensait que je travaillais dans les services généraux d'une papeterie. Je l'ai laissé le penser, non pas parce que j'avais honte de l'argent, mais à cause de ce qui s'est passé la seule fois, au début, où j'en ai laissé paraître un peu. La 2e année de l'accord, j'ai acheté un manteau à Lorraine. Rien de fou, un beau manteau en laine, mieux que ce que nous dépensions habituellement parce que nous avions eu un bon trimestre et je voulais faire quelque chose pour elle. Elle l'a adoré pendant environ 3 jours. Puis elle a découvert ce qu'il coûtait et au lieu d'être heureuse, elle a passé les 2 semaines suivantes à me demander pourquoi j'avais ce genre d'argent qui traînait, si je faisais quelque chose que je ne devrais pas faire et si nous devions parler à quelqu'un de nos finances. C'est-à-dire au mari de sa sœur Adrienne qui travaillait dans les assurances et n'aimait rien de plus que d'être consulté. J'ai regardé les questions s'accumuler. Pas de la curiosité, pas du partenariat, juste de la suspicion déguisée en inquiétude. Et j'ai pris une décision cette nuit-là sur laquelle je ne suis jamais complètement revenu. J'ai décidé que quoi que je construise, je le construirai discrètement. Je maintiendrai notre ménage avec un salaire normal, je mettrai le reste dans l'entreprise et sur des comptes que Lorraine n'aurait jamais de raison de consulter, et je laisserai ma femme croire aussi longtemps qu'elle le voudrait qu'elle avait épousé un homme ordinaire avec un travail ordinaire. Je me suis dit que c'était pour protéger le mariage de l'argent qui nous changerait. Je ne le savais pas encore, mais je me protégeais en réalité de découvrir que le mariage avait déjà changé sans aucune aide de l'argent. Il y a une conversation de ces premières années à laquelle je pense encore plus qu'à tout autre. Hargrove et moi étions sur le sol de l'usine, peut-être un an après l'incident du manteau, regardant une ligne de raccord finie se diriger vers le quai d'expédition, et il m'a demandé de but en blanc pourquoi je n'amenais jamais Lorraine voir l'endroit. Elle pense que je balais les sols quelque part, lui ai-je dit. C'est plus simple comme ça. Hargrove est resté silencieux pendant 1 minute, mâchant cela comme il mâchait la plupart des choses, lentement, comme s'il ne faisait pas confiance à une pensée avant de l'avoir retournée plusieurs fois. Vous savez ce que ma première femme me disait? A-t-il dit, finalement. Elle disait, un mariage, c'est juste 2 personnes qui décident chaque jour si elles vont encore se dire la vérité. Certains jours, vous décidez que oui. Certains jours, il est plus facile de décider que non. Mais elle a dit, à la seconde où vous arrêtez de décider ensemble, vous n'êtes plus mariés. Vous cohabitez simplement avec une histoire.
C'est censé être un conseil. C'est censé être un avertissement, a dit Hargrove. J'ai vu mon premier mariage se transformer en cohabitation pendant environ 6 ans avant que l'un de nous ne s'en aperçoive. Vous avez quelque chose de bien ici, Kingsley. L'entreprise, je veux dire, et je soupçonne que la femme aussi, bien que je ne l'ai jamais rencontrée. Ne laissez pas la bonne chose avec l'entreprise être la raison pour laquelle l'autre bonne chose se transforme tranquillement en une histoire que vous jouez tous les deux. Je lui ai dit que je l'avais entendu. Je veux être honnête et dire que non. Pas vraiment. Pas comme j'aurais dû. Je l'ai classé comme on classe un conseil avec lequel on est d'accord en théorie et qu'on n'a aucune intention de mettre en pratique. Et je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai dit à Lorraine que j'avais eu une longue journée à l'usine. Et elle a hoché la tête et n'a posé aucune question de suivi. Et une petite partie de moi, la partie qui aurait dû être plus forte, a noté qu'elle ne le faisait jamais. Je ne le savais pas encore, mais l'avertissement de Hargrove allait rester dans un coin de ma tête pendant 9 ans, largement ignoré, jusqu'à la nuit où Lorraine s'est tenue sur un seuil de porte et lui a donné raison de la manière la plus bruyante possible. L'endroit où j'ai conduit cette nuit-là, 40 minutes après que Lorraine m'ait dit d'aller vivre dans la rue, était le bâtiment administratif attenant à l'installation de Bangor. Celui où mon nom était discrètement listé comme propriétaire majoritaire et dont les dossiers que Lorraine n'avait jamais demandé à voir. Le gardien de nuit, un homme aux larges épaules nommé Sheffield, qui travaillait au poste de nuit depuis 6 ans, m'a fait entrer sans sourciller. Il m'avait vu entrer à toutes les heures étranges auxquelles une personne peut entrer dans un bâtiment. Tard ce soir, Monsieur Kingsley, a-t-il dit. On peut dire ça. Tout va bien? J'ai réfléchi à la manière de répondre à cela. J'y travaille, ai-je dit. Il y a un petit appartement au 3e étage de ce bâtiment. Je l'avais fait construire 2 ans plus tôt pour les nuits où un problème d'expédition ou un appel de client se prolongeait et où rentrer à la maison n'avait pas de sens. Un lit queen size, une kitchenette, une douche avec une meilleure pression d'eau que celle de la maison. Lorraine ne l'avait jamais vu. Lorraine ne savait pas qu'il existait. Je me suis assis sur le bord de ce lit à près de 23 heures avec mes 2 sacs de sport par terre et je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé et je n'ai appelé personne pour me plaindre. J'ai appelé mon avocate. Son nom est Rochelle. Elle s'était occupée de la structuration de l'entreprise au cours des 6 dernières années et en savait plus sur mes finances que ma propre femme, ce qui en dit long sur l'état de mon mariage, dont je ne suis pas fier. Denny, a-t-elle dit, décrochant à la 2e sonnerie même s'il était tard. Il est presque 23 heures. Lorraine m'a mis dehors. Silence sur la ligne. Puis, ce soir? Elle t'a vraiment mis dehors? Mis dehors. M'a dit d'aller vivre dans la rue. Ces mots exacts. J'ai entendu Rochelle expirer lentement. Le son d'une avocate faisant des calculs dans sa tête. D'accord. D'abord, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, Denny. Je vais bien, Rochelle. Je le pense vraiment. Je crois que j'attendais que cela arrive depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. D'accord, a-t-elle dit, et je pouvais l'entendre passer à une autre vitesse, celle qu'elle utilisait lorsque nous concluions un marché. Alors parlons de ce qui va se passer ensuite parce que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes vraiment. Pas seulement que tu hoches la tête comme tu le fais lors des réunions de stratégie. J'écoute. Tu as passé 9 ans à construire un mur entre tes finances domestiques et ta valeur nette réelle. Ce mur a protégé l'entreprise d'une centaine de scénarios de responsabilités différents. Il est également sur le point de devenir l'atout le plus important que tu auras dans un divorce si cela en arrive là. Mais seulement si tu gères correctement les 3 prochaines semaines. Que signifie correctement? Cela signifie que tu ne retournes pas à cette maison pour t'expliquer. Cela signifie que tu n'adoucis pas la situation. Cela signifie que tu la laisses mariner dans la décision qu'elle vient de prendre complètement sans un seul appel de ta part pour revenir dessus. Et cela signifie que demain matin, toi et moi nous nous asseyons et nous nous assurons que chaque actif de cette entreprise est blindé. Parce qu'au moment où elle découvrira ce que tu vaux réellement, et Denny, elle le découvrira, toute sa posture envers ce mariage va changer du jour au lendemain. Et je veux que tu sois protégé avant que cela n'arrive, pas après. Avec le recul, l'instinct de Rochelle cette nuit-là m'a sauvé d'une erreur que j'aurais commise purement par 19 ans d'habitude. L'habitude de revenir, d'arranger les choses, d'être celui qui s'excuse en premier, même quand il n'a rien fait de mal. D'accord, ai-je dit. On fait comme tu dis. Une dernière chose, a dit Rochelle.
Bryce. Où se situe-t-il dans tout ça? J'ai pensé à mon fils dans l'escalier. Papa, est-ce que ça va aller? Il est avec moi, ai-je dit. Il a toujours été avec moi. Bien, a dit Rochelle. Parce que tu vas avoir besoin d'au moins une personne dans cette maison qui te dise la vérité sur ce qui se passe pendant que tu n'es pas là pour le voir. Je ne suis pas complètement devenu silencieux. J'ai envoyé des textos à Bryce tous les soirs, en restant léger, en lui demandant des nouvelles de l'école, en lui disant que je restais dans un endroit près du travail pour le moment. Il n'a pas insisté pour avoir des détails, ce qui signifiait soit qu'il me faisait confiance, soit qu'il sentait déjà qu'il y avait des détails qu'il valait mieux ne pas chercher à connaître. Les jeunes de 16 ans sont plus intelligents qu'on ne le pense. Ce que j'ai reconstitué de cette première semaine, en partie grâce à Bryce, en partie grâce à Rochelle, qui a une façon de savoir les choses, c'est que Lorraine l'a passé à se sentir, selon ses propres dires à sa sœur, plus légère. Adrienne est venue 2 fois cette semaine-là. Je le sais parce que Bryce l'a mentionné de la manière plate et détachée dont les adolescents rapportent des faits dont ils ne comprennent pas le poids. Tante Adrienne n'arrête pas de dire à maman qu'elle a bien fait, a dit Bryce au téléphone un soir. Elle n'arrête pas de dire des trucs comme « Tu mérites un homme qui essaie encore ». Et maman se contente de hocher la tête. Ta mère va bien? Je veux dire, elle a refait le salon, acheté un nouveau canapé, dit quelque chose sur le fait de se réapproprier son espace. J'ai ri et cela m'a surpris parce que ce n'était pas un rire amer. C'était le rire d'un homme qui regarde quelqu'un marcher avec confiance vers le bord d'une falaise sans savoir qu'elle est là. Pauline, ma belle-mère, m'a appelé exactement une fois cette semaine-là. J'ai failli ne pas répondre. Déni, a-t-elle dit sur le ton qu'elle utilisait quand elle avait déjà décidé comment une conversation allait se dérouler avant même qu'elle ne commence. Je veux que tu saches que je ne pense pas que tu sois une mauvaise personne. Merci, Pauline. Je pense juste que tu as arrêté d'essayer il y a longtemps. Un homme pourvoit aux besoins. Un homme montre de l'ambition. J'ai regardé ma Lorraine se contenter de moins que ce qu'elle méritait pendant des années, et je pense qu'une partie d'elle s'est finalement réveillée. J'aurais pu dire 100 choses. J'aurais pu lui dire que le manteau que j'avais acheté à Lorraine coûtait plus cher que la plupart des voitures. Que le travail à la papeterie était une histoire que j'avais laissé perdurer parce que sa fille transformait la curiosité pour l'argent en interrogatoire la seule fois où je lui en avais montré. Que l'ambition était un mot étrange pour une femme à lancer à un homme qui avait tranquillement bâti quelque chose valant 15 millions de dollars par an pendant qu'elle se plaignait d'un rétroviseur scotché. Je n'ai rien dit de tout cela. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, Pauline, ai-je dit, et j'ai raccroché. Il s'est avéré que l'appel de Pauline, suffisant, certain, totalement erroné, allait être l'une des choses les plus satisfaisantes à se remémorer une fois que la vérité éclaterait enfin. À la fin de cette première semaine, selon Bryce, Lorraine avait commencé à voir quelqu'un. Il s'appelait Sheffield. Pas le gardien de sécurité de mon immeuble, un tout autre Sheffield. Un nom assez courant à Bangor pour que je ne m'attarde pas sur la coïncidence au début. Ce Sheffield dirigeait un concessionnaire de bateaux vers la côte, conduisait un camion qui coûtait plus cher que la première maison de la plupart des gens, et avait, selon le récit élogieux d'Adrienne, rapporté par Bryce, séduit Lorraine lors d'une réunion d'amis communs moins d'une semaine après mon départ. Une semaine, au cas où vous feriez le calcul. J'ai ressenti quelque chose quand Bryce m'a dit ça. Pas de la jalousie exactement, quelque chose de plus proche de la clarté. Lorraine n'avait pas passé cette semaine à pleurer un mariage de 19 ans. Elle l'avait passé à redécorer et à sortir avec quelqu'un. Il a de l'argent, papa, a dit Bryce, semblant mal à l'aise de le dire. Jean, beaucoup. Maman n'arrête pas de parler de ses bateaux. C'est bien pour elle, ai-je dit, et je le pensais plus que nous ne l'aurions cru tous les deux. Je ne le savais pas encore, mais Sheffield, le concessionnaire de bateaux, était sur le point de devenir l'un des personnages les plus utiles de toute l'histoire de ce qui est arrivé à Lorraine Kingsley. Non pas à cause de quelque chose qu'il ferait exprès, mais à cause de qui il était exactement. L'argent a une façon de se révéler, même quand on essaie de le cacher. Et la version de la dissimulation à laquelle Lorraine avait cru pendant des années, la maison modeste, le rétroviseur scotché, les chemises en flanelle, ne lui avait en fait jamais rien caché. C'était juste la version de moi qu'elle avait choisi de ne pas regarder au-delà. Les vraies fissures ont commencé à apparaître lorsque les factures sont arrivées. Rochelle et moi avions structuré les choses avec soin au fil des ans, mais un ménage ne se gère pas tout seul. Et il y avait certains comptes,
l'hypothèque, les services publics, un compte chèque joint que Lorraine utilisait pour les courses et les imprévus que j'avais, par 19 ans d'habitude et de responsabilité, toujours maintenu approvisionné sans fanfare. Je ne les avais pas coupés. Je veux être clair à ce sujet. Je ne suis pas un homme mesquin, quoi que Lorraine ait pu dire à Adrienne. Mais je n'avais pas non plus fait des pieds et des mains pour m'assurer que tout fonctionnait sans accroc en mon absence parce que, franchement, je ne savais pas encore si je me battais pour un mariage ou si je me battais pour en sortir. Dès la 2e semaine, Lorraine m'a appelé pour la première fois depuis la nuit où elle m'a mis dehors. Le paiement de l'hypothèque n'est pas passé, a-t-elle dit, sans bonjour, directement dans le vif du sujet. Le même ton qu'elle utilisait quand le lave-vaisselle tombait en panne. Je loge ailleurs, Lorraine. Je ne savais pas que c'était encore mon travail de gérer ça à distance. C'est notre hypothèque, Denis. C'est la maison que tu m'as dit de quitter. Silence. Je pouvais l'entendre respirer. Le genre de respiration particulier qu'elle avait quand elle recalculait une situation qu'elle pensait avoir déjà comprise. Vas-tu sérieusement laisser la maison tomber en défaut de paiement pour ça, par fierté? Je ne laisse rien tomber en défaut de paiement, Lorraine. Je ferai le paiement. Je trouve juste intéressant qu'il y a 3 semaines, j'étais un échec inutile qui devait aller vivre dans la rue. Et maintenant tu appelles pour t'assurer que je continue de payer la maison dont tu m'as expulsé. Un autre silence, plus long cette fois. Je ne voulais pas dire. A-t-elle commencé, puis s'est arrêtée parce que nous savions tous les deux qu'elle l'avait, en fait, voulu. Chaque mot. Debout sur ce seuil avec son doigt pointé en l'air. Je m'occuperai de l'hypothèque, ai-je dit, pour cette fois. Mais Lorraine, je pense qu'il est temps que nous parlions à des avocats au lieu de nous parler. Des avocats? A-t-elle répété comme si le mot avait un goût étrange. Je pense qu'il est temps, pas toi. Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a dit, Sheffield pense que tu es dramatique à propos de tout ça. Voilà. La première fois qu'elle avait prononcé son nom directement, lancé nonchalamment dans une conversation sur les paiements d'hypothèque, comme si j'étais censé savoir déjà qui il était et pourquoi son opinion comptait. Ah oui? Ai-je dit. Il est juste. Il a été vraiment d'un grand soutien, Denis. Contrairement à certaines personnes, lui, il est présent. Le fait que Lorraine cite l'opinion de Sheffield sur notre mariage 3 semaines après y avoir mis fin était exactement le genre d'arrogance qui faisait que tout ce que j'étais sur le point de faire ressemblait moins à une vengeance qu'à une leçon qu'elle demandait activement. Je suis content qu'il soit d'un grand soutien, ai-je dit. Prends soin de toi, Lorraine. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Rochelle et moi nous sommes rencontrés cette même semaine au bureau dans une salle de conférence au 2e étage qui avait une vue sur la rivière Penobscot, grise et rapide sous un ciel qui ne pouvait pas décider s'il voulait neiger. Nous devons parler du timing, a dit Rochelle, en faisant glisser un dossier sur la table. Parce qu'en ce moment, tu es dans la position la plus forte possible, et chaque jour qui passe sans qu'elle ne dépose une demande nous donne plus de marge de manœuvre. Que veux-tu dire par position la plus forte? Je veux dire que Lorraine n'a aucune idée de ce à quoi elle a affaire, a dit Rochelle. Elle pense qu'elle quitte un responsable des services généraux qui gagne peut-être 70 000 ou 80 000 $ par an. Si elle demande le divorce en croyant cela, son avocat va construire une demande de règlement autour de chiffres qui sont follement, risiblement faux. Et une fois que les vrais chiffres financiers sortiront lors de la phase de communication des preuves, ce qui arrivera, parce que le Maine est un état de distribution équitable, et que les biens matrimoniaux sont divulgués que cela vous plaise ou non. Elle n'aura pas le temps de construire une stratégie autour de la vérité. Elle réagira en temps réel devant un juge. Alors, nous attendons qu'elle dépose la demande. Nous attendons qu'elle dépose la demande, a confirmé Rochelle. Et en attendant, nous nous assurons que tout ce qui est légitimement un bien propre, la structuration prénuptiale de l'entreprise, la fiducie que Hargrove et moi avons mise en place pour les redevances de brevets, est documenté si proprement que même son avocat le plus agressif ne pourra pas y toucher. Ce qui restera à diviser sera toujours significatif. Je ne vais pas prétendre qu'elle repartira avec rien. La loi du Maine ne fonctionne pas comme ça, et je ne te conseillerais pas d'essayer, mais il y a une différence entre un règlement équitable et le fantasme sur lequel elle construit actuellement tout son avenir. Quel fantasme? Rochelle a haussé un sourcil. Bryce t'a mentionné qu'elle sort déjà avec quelqu'un? Sheffield, le concessionnaire de bateaux. C'est ça. Eh bien, les petites villes étant ce qu'elles sont,
j'ai passé un coup de fil. Le concessionnaire de Sheffield a eu 2 procès de fournisseurs au cours des 18 derniers mois pour des factures impayées. Il est endetté jusqu'au cou sur des stocks qu'il ne peut pas vendre. Le bruit court à la marina qu'il est à une mauvaise saison de tout perdre. Je me suis adossé à ma chaise. Elle pense qu'elle a fait un meilleur parti. Elle pense qu'elle a fait un meilleur parti, a dit Rochelle. Et Denny, je veux faire attention à la façon dont je dis cela parce que je sais qu'il y a encore une version de toi qui a aimé cette femme pendant 19 ans. Et le chagrin ne disparaît pas juste parce que quelqu'un a été cruel avec toi en partant. Mais tu devrais savoir que l'image que j'obtiens professionnellement de l'extérieur est celle d'une femme qui a mis fin à un mariage pour ce qu'elle croyait être l'état de ton compte en banque et qui a immédiatement commencé à construire une nouvelle relation autour de ce qu'elle croyait être l'état du compte en banque de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un cœur brisé. C'est un schéma. Je n'ai rien dit pendant un moment. Dehors, la rivière continuait de couler, indifférente à tout cela. Que as-tu besoin de moi? Ai-je finalement dit. De la patience, a dit Rochelle. Et quand le moment viendra, et il viendra bientôt, parce que je ne pense pas que Lorraine soit du genre à rester longtemps dans l'ambiguïté, j'ai besoin que tu laisses la révélation se produire selon nos termes. Pas les siens, pas sur un seuil de porte, pas dans une dispute. Dans une pièce avec des documents où elle n'aura d'autre choix que de s'asseoir et d'absorber chaque chiffre en silence. Le moment pour cette pièce allait arriver plus tôt que nous ne l'avions prévu, et ce ne serait pas du tout une salle d'audience. 3 semaines jour pour jour après que Lorraine m'ait dit d'aller vivre dans la rue, elle a appelé Bryce et lui a demandé d'organiser un dîner. Pas avec des avocats, pas avec des papiers. Un dîner de famille dans un restaurant du centre-ville pour que nous puissions tous parler comme des adultes. Ces mots m'ont été rapportés par un jeune de 16 ans qui semblait épuisé par toute cette organisation. Elle veut que tu sois là aussi, papa, a dit Bryce. Et elle a dit, il a hésité. Dis quoi? Elle a dit que Sheffield pourrait venir aussi, pour rencontrer tout le monde correctement. J'ai littéralement éclaté de rire à ça. 3 semaines après m'avoir jeté dehors pour être un échec inutile, Lorraine voulait présenter son nouveau petit ami financièrement instable à la famille lors d'un dîner qu'elle s'attendait probablement à ce que je subisse en silence, humilié, en la regardant passer à autre chose si facilement. J'ai appelé Rochelle. Elle veut un dîner, ai-je dit. Avec Sheffield. Il y a eu une pause sur la ligne. Et puis Rochelle a dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Accepte. Accepte le dîner, Denny. Tu attendais la bonne pièce. Elle vient de t'en construire une. Un lieu public. Des enjeux assez bas pour qu'elle n'ait pas sa garde complètement levée. Des enjeux assez élevés pour que ce qui se passera dans cette pièce soit la version des événements qui se répandra à travers Bryce, à travers Adrienne, à travers Pauline, à travers tous ceux qui ont passé 3 semaines à la plaindre et à être suffisants à ton sujet. Accepter le dîner et dire quoi? Tu n'as pas à dire quoi que ce soit que tu ne veux pas dire. Apporte juste le dossier. Quel dossier? Celui de ton tiroir à chaussettes, Denny. Celui devant lequel elle est passée pendant des années sans l'ouvrir. J'ai compris immédiatement. Le restaurant que Lorraine a choisi était celui où nous allions pour nos anniversaires, un endroit au centre-ville avec des nappes blanches et une carte des vins que Lorraine faisait semblant de comprendre. J'ai trouvé ce détail presque drôle, qu'elle ait choisi l'endroit où nous célébrions notre mariage pour mettre en scène la présentation formelle de son remplaçant. Bryce m'a envoyé 2 textos pendant le trajet. Ça va? Et puis 30 secondes plus tard, avant même que j'ai répondu au premier, elle est déjà là. Lui aussi. Je suis entré à 19h pile. Lorraine s'était mise sur son 31, une robe que je ne reconnaissais pas, coiffée d'une manière qui me disait qu'elle y avait passé du temps, ce qui m'en disait plus sur son état d'esprit qu'elle ne le réalisait probablement. À côté d'elle était assis un homme large et bronzé d'une 50aine d'années avec une montre trop grosse pour son poignet et une poignée de main trop insistante. Denny, a dit Lorraine en se levant, sa voix se situant quelque part entre la politesse et la performance, le ton de quelqu'un qui narre une scène pour un public qu'elle seule pouvait voir. Voici Sheffield. Ravi de vous rencontrer, a dit Sheffield, en me serrant la main un temps de trop. Lorraine m'a beaucoup parlé de vous. Je parie qu'elle l'a fait, ai-je dit, et je me suis assis. Bryce était assis en face de moi, ressemblant à un enfant coincé entre 2 plaques tectoniques, ce qui, en toute honnêteté, était le cas. Le dîner a commencé comme ces choses-là commencent. Des banalités étirées sur quelque chose de beaucoup plus grand qui se trouvait silencieusement sous la table.
Lorraine a parlé du nouveau canapé. Sheffield a parlé d'un bateau qu'il venait de déplacer, un 60 pieds qu'il a décrit avec l'enthousiasme d'un homme qui avait besoin que vous soyez impressionné. J'ai demandé à Bryce des nouvelles de l'école. Il a répondu par des phrases courtes et prudentes, observant sa mère du coin de l'œil comme s'il suivait la météo. C'est Lorraine, bien sûr, qui n'a pas pu laisser les choses en l'état. Je dois dire, Denny, a-t-elle dit à mi-chemin du plat principal, en faisant tourner un vin dont elle ne pouvait certainement pas nommer les arômes. Tu prends tout ça remarquablement bien. Je m'attendais à moitié à ce que tu t'effondres. Ah oui? Je le dis comme un compliment, a-t-elle dit, bien que ça n'ait pas été perçu comme tel. Je pense que cela a été bon pour toi. Sortir de ta zone de confort. Peut-être que maintenant tu vas enfin trouver ce que tu veux faire de ta vie. Sheffield a gloussé. Le rire d'un homme qui pensait être dans la confidence d'une blague dont il n'avait aucun contexte réel. Ça a été dur, hein, mon pote? L'usine de papier, c'est ça? Assis là, à écouter un homme que je n'avais jamais rencontré avant ce soir m'appeler nonchalamment mon pote devant une assiette de saumon sans intérêt, je savais que c'était le moment exact pour lequel Rochelle m'avait préparé. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Sheffield a une super entreprise sur la côte, a dit Lorraine, tendant la main pour toucher son bras d'une manière qui semblait délibérément mise en scène pour moi. Les ventes de bateaux explosent. Il me disait justement qu'ils ouvraient un deuxième site l'année prochaine. Vraiment? Ai-je dit. En supposant que le financement soit obtenu, a dit Sheffield, une lueur de quelque chose traversant son visage. La première chose honnête qu'il avait dite de toute la soirée. Le marché est un peu tendu en ce moment. Les fournisseurs deviennent nerveux. J'ai hoché lentement la tête. Lorraine, inconsciente de la faille dans la confiance de son petit ami, s'est penchée en avant, le vin relâchant le peu de retenue qu'il lui restait. Tu sais, Denny, je pense beaucoup à cette nuit-là. La nuit où je t'ai demandé de partir, et je ne le regrette pas. Je veux que tu le saches. Je pense que ça nous a forcés tous les deux à être enfin honnêtes sur qui nous sommes. C'est vrai? Tu te laissais porter, a-t-elle dit, sans méchanceté, sur le ton de quelqu'un qui livre ce qu'il croit être une sagesse durement acquise. 19 ans, et tu as juste arrêté d'essayer. J'avais besoin de quelqu'un qui construisait encore quelque chose, qui allait encore quelque part. J'ai posé ma fourchette. Lorraine, ai-je dit, puis-je te poser une question? Bien sûr. En 19 ans de mariage, m'as-tu jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement de mes journées? Elle a cligné des yeux. Tu travaillais dans les services généraux à l'usine. Ai-je jamais dit ça, ou as-tu simplement décidé que c'était ce que je faisais parce que c'était plus facile que de demander? Le silence s'est fait à table. Bryce a également posé sa fourchette, observant. De quoi parles-tu, Denny? J'ai mis la main dans ma veste et j'ai posé le dossier sur la table. Celui de mon tiroir à chaussettes, celui que j'avais emporté de la maison 3 semaines plus tôt, avec 2 sacs de sport et une vie de détails non dits. Je l'ai fait glisser sur la nappe vers elle. Ouvre-le, ai-je dit. Lorraine a regardé Sheffield, puis Bryce, puis de nouveau moi, en riant un peu, le rire de quelqu'un qui pense qu'on lui fait une farce et qui n'a pas encore décidé s'il doit être agacé ou amusé. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, Lorraine. Elle l'a ouvert. J'ai observé son visage pendant qu'elle lisait les documents de propriété de la Marine Fabrication Company. Participation majoritaire de 78%, Denny Kingsley inscrit en noir et blanc, les accords de licence de brevet, les contrats de consultation avec les 2 firmes de Boston, et au-dessus, agrafé, le résumé que Rochelle avait préparé ce matin-là, revenu personnel total, exercice précédent. Un peu plus de 15 millions de dollars. Seul le cliquetis de l'argenterie des tables voisines et le faible murmure des gens qui n'avaient aucune idée qu'une vie était en train de changer à 2 mètres de là brisaient le lourd silence. Personne à notre table n'a dit quoi que ce soit pendant ce qui a semblé être un très long moment. C'est. Commença Lorraine, puis s'arrêta. Elle est revenue à la première page comme si les chiffres pouvaient se réorganiser en quelque chose qui avait plus de sens. Ce n'est pas réel. C'est réel, ai-je dit. C'est réel depuis environ 9 ans. Elle a levé les yeux vers moi et j'ai vu quelque chose derrière ses yeux tout recalculé d'un coup. 3 semaines de certitude s'effondrant en temps réel. Tu m'as laissé penser. Tu as laissé tout le monde penser.
Je t'ai laissé penser ce que tu as décidé de penser, Lorraine. Je ne t'ai jamais menti. Je ne t'ai juste jamais corrigé. Il y a une différence. Et honnêtement, je me sentais coupable de cette différence. Plus maintenant. Sheffield était devenu très silencieux, fixant le dossier comme s'il lui avait personnellement fait du tort. 15 millions, a-t-il dit, presque pour lui-même. Par an, plus ou moins, ai-je dit. Les mains de Lorraine tremblaient maintenant, tenant les papiers comme s'ils pouvaient s'enflammer. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu laissé faire, Denny? Je t'ai mis à la porte parce que je pensais. Parce que tu pensais que j'étais un échec inutile, ai-je dit. Je me souviens. Tu as été très clair à ce sujet. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit. Et voici la partie que je veux que tu comprennes. Ma voix n'a pas monté, pas une seule fois, pendant tout cela. J'avais attendu 3 semaines pour ce moment et je n'allais pas le gâcher avec du volume. C'est tout le problème, Lorraine. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. Pas une seule fois en 19 ans tu ne t'es assise en face de moi pour me demander ce que je faisais vraiment, ce que je construisais vraiment, ce que je voulais vraiment. Tu as décidé qui j'étais en te basant sur un rétroviseur scotché et une paire de chemises en flanelle. Et à la seconde où tu t'es lassé de cette histoire, tu m'as jeté dehors de ma propre maison et tu m'as dit d'aller vivre dans la rue. Denny, s'il te plaît. Je ne voulais pas dire. Tu le pensais, ai-je dit. Tu pensais chaque mot, et maintenant tu sais exactement ce que tu pensais. Sheffield avait commencé à reculer légèrement sa chaise. Le langage corporel universel d'un homme qui réalise qu'il est entré dans une pièce qui n'a plus de version des événements où il sort grandi. Je devrais probablement. Commença-t-il. Assieds-toi, lui lança Lorraine, la panique aiguisant sa voix, et il s'assit, l'air misérable. Je me suis tourné vers Bryce, qui avait observé tout cela avec les yeux grands et attentifs d'un enfant absorbant quelque chose dont il se souviendrait toute sa vie. Ça va, mon grand? Bryce a regardé sa mère, puis moi, et quelque chose s'est installé sur son visage. Pas du triomphe. Rien d'aussi cruel, juste de la clarté. Oui, papa, a-t-il dit. Ça va. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai regardé Lorraine, le maquillage commençant à couler, les papiers tremblants dans ses mains, assise à côté d'un petit ami qui venait de réaliser que ses problèmes de financement allaient devenir beaucoup plus pertinents pour sa vie amoureuse. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, je ne suis pas en colère que tu n'aies pas su combien je gagnais. Je n'ai jamais eu besoin que tu m'épouses pour l'argent, Lorraine. J'avais besoin que tu m'épouses parce que tu savais vraiment qui j'étais. Ce n'était pas le cas. Tu as épousé l'idée d'un homme décevant et quand l'idée est devenue ennuyeuse, tu l'as jetée dehors. Le problème, c'est que l'idée n'a jamais été réelle. Je n'ai jamais été l'homme que tu as décidé que j'étais. Tu n'as simplement jamais pris la peine de vérifier. En sortant de ce restaurant, j'ai eu le sentiment distinct que je venais de prononcer le seul discours de ma vie dont je me souviendrai mot pour le reste de mes jours. J'ai laissé Lorraine assise à table avec un étranger et un dossier plein de chiffres qui venait de faire exploser toute sa compréhension des 3 dernières semaines. Et j'ai conduit jusqu'à mon appartement au 3e étage de mon propre immeuble où le gardien de nuit m'a fait entrer sans un mot, sentant à juste titre que ce n'était pas une nuit pour les banalités. Les nouvelles vont vite dans une ville de la taille de Bangor, et encore plus vite dans une famille de la taille de la nôtre. Adrienne a appelé Lorraine le soir même et, selon Bryce qui en a entendu assez à travers une porte fermée, la conversation est passée de réconfortante à confuse, puis à quelque chose de proche de l'accusation en environ 20 minutes. Adrienne, apparemment incapable de concilier l'histoire à laquelle elle avait cru pendant 3 semaines d'une sœur héroïque qui s'était enfin libérée d'un mari poids mort avec une nouvelle version où le mari poids mort s'avérait valoir 15 millions de dollars et où la sœur héroïque avait tout fait. Exploser pour un rétroviseur scotché. La réaction de Pauline, quand elle est venue, a été celle qui m'a fait le plus rire, non pas par cruauté, mais par pure et simple justification. Elle m'a appelé 2 jours après le dîner. Denny, a-t-elle dit, et je pouvais l'entendre chercher le même ton assuré qu'elle avait utilisé des semaines plus tôt et ne pas le trouver. Je pense qu'il y a eu un malentendu entre tout le monde. C'est ce que vous pensez que c'est, Pauline? Un malentendu? Je n'aurais jamais dit ce que j'ai dit sur le fait que vous n'essayiez pas si j'avais su. Si vous aviez su que j'avais de l'argent, ai-je dit. C'est ça. Donc, l'ambition que vous pensiez qu'il me manquait,
ce n'était jamais vraiment une question d'ambition, n'est-ce pas? C'était une question de chiffres qui y étaient attachés. Pauline n'a pas eu de réponse à cela. Personne d'autre dans cette famille non plus. Une fois le choc passé et les calculs faits, Sheffield, pour sa part, n'est pas resté longtemps. Les informations de Rochelle sur son concessionnaire se sont avérées exactes. Moins d'un mois après ce dîner, l'un de ses fournisseurs a intenté un procès pour factures impayées. L'histoire a fait les pages économiques locales. Et selon Bryce, qui était alors devenu ma source la plus fiable à l'intérieur d'une maison où je ne vivais plus, Sheffield a complètement cessé de répondre aux appels de Lorraine une fois qu'il est devenu clair que son ex-mari, et non son nouveau petit ami, était celui qui possédait l'entreprise de 15 millions de dollars. Lorraine avait échangé un homme riche et discret qu'elle avait sous-estimé contre un homme bruyant et en difficulté qu'elle avait surestimé. Et les deux erreurs se sont présentées à peu près en même temps. Je veux être honnête à propos de quelque chose ici. Parce que ce n'est pas une histoire où je prétends n'avoir rien ressenti en voyant tout cela se dérouler. Il y avait une partie de moi, une partie plus petite que ce à quoi je m'attendais, mais une vraie partie qui a brièvement souffert pour la version de Lorraine que j'ai épousée dans un jardin 19 ans plus tôt. Celle qui riait de mes blagues nulles et s'endormait la tête sur mon épaule pendant des films que nous ne regardions ni l'un ni l'autre. Cette femme a existé une fois. Je ne pense pas qu'elle existe encore, si elle a jamais pleinement existé en dehors de mon souvenir d'elle. Mais le deuil, j'ai appris, n'exige pas le pardon pour être réel. On peut regretter quelque chose et refuser de le laisser revenir dans sa vie. J'ai fait les deux pendant un certain temps, puis j'ai arrêté de faire le premier parce que ressasser une femme qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit d'aller vivre dans la rue n'était plus du deuil. C'était juste une habitude dont je n'avais pas besoin. Lorraine a déposé une demande 6 semaines après ce dîner. À ce moment-là, Rochelle avait documenté chaque élément de la structure de l'entreprise si proprement que son avocate, une femme vive mais visiblement frustrée d'un cabinet de Portland, a passé la plupart des procédures à essayer de faire valoir que des actifs dont Lorraine n'avait jamais connu l'existence, sur lesquels elle n'avait jamais posé de questions et auxquels elle n'avait jamais contribué par une seule décision, devaient néanmoins être traités comme des biens entièrement matrimoniaux construits par un sacrifice commun. Ça n'a pas marché. Pas entièrement. Les lois de distribution équitable du Maine signifiaient que Lorraine est sortie du mariage avec un règlement qui permettrait à la plupart des gens de vivre confortablement pour le reste de leur vie. La maison, une partie des biens matrimoniaux accumulés pendant les années avant que la participation majoritaire ne soit entièrement acquise, une pension alimentaire calculée sur mon revenu publiquement connu plutôt que sur l'ensemble. Puisque Rochelle avait structuré les dernières années de propriété de manière à maintenir la majeure partie de la croissance nettement en dehors du patrimoine matrimonial. C'était juste. Rochelle s'en est assurée. Elle n'était pas intéressée à me laisser exposer à un appel plus tard. Et je n'étais pas non plus intéressé à devenir le méchant d'une histoire qui avait déjà écrit son propre méchant pour moi, 3 semaines avant que j'ouvre la bouche. Mais juste pour Lorraine semblait n'être rien. Parce que ce qu'elle avait réellement perdu n'était pas un pourcentage d'un patrimoine. C'était le fantasme qu'elle avait passé 3 semaines à construire. L'histoire où elle était la femme assez courageuse pour quitter un homme qui n'allait nulle part, pour découvrir devant son propre fils, devant un petit ami qui s'est évaporé en un mois, devant une sœur et une mère qui l'avaient encouragé. Que l'homme qui n'allait nulle part était tranquillement assis sur plus d'argent que toute la famille réunie ne verrait en 3 générations. Elle m'a demandé une fois, lors d'une séance de médiation à laquelle aucun de nous ne voulait être, s'il y avait une chance que nous puissions en parler différemment. J'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Elle ne posait pas de questions sur le règlement. Non, ai-je dit, il n'y en a pas. Déni. 19 ans se sont terminés sur un seuil de porte, Lorraine. Tu y as mis fin. Je t'ai juste laissé garder la fin que tu as choisie. Elle n'a pas redemandé. Épilogue. 3 saisons plus tard, au moment où la poussière était complètement retombée et que la nouvelle année scolaire commençait, les changements dans ma vie étaient devenus ma nouvelle normalité. Bryce vit avec moi maintenant la plupart du temps. Son choix. Pas quelque chose pour lequel Rochelle et moi nous sommes battus, bien que nous l'aurions fait s'il l'avait voulu. Il est en terminale cette année. Les frais de scolarité, la totalité. Chaque dollar provient d'un compte pour lequel Lorraine n'a jamais eu à s'inquiéter de restrictions. Je possède toujours la Camry, avec son rétroviseur fissuré et tout, bien que j'ai finalement fait remplacer le ruban adhésif par de vraies attaches. Principalement parce que Bryce s'est moqué de moi assez de fois pour que je cède.
Je garde toujours l'appartement au 3e étage de l'immeuble. Bien que ces jours-ci, j'utilise principalement la chambre principale d'une nouvelle maison que j'ai achetée en dehors de la ville. Rien de tape à accent grave-l'œil, toujours modeste par rapport à ce que je pourrais me permettre, car il s'avère que je n'ai jamais eu besoin du manoir. J'avais besoin de la paix. Hargrove a pris sa retraite complète le printemps dernier, m'a vendu ses parts restantes, et passe ses journées à pêcher sur un quai qui, détail que je trouve toujours discrètement drôle, se trouve à peine à 1 kilomètre du concessionnaire de bateaux en faillite de Sheffield. J'entends parler de Lorraine de temps en temps, principalement par l'intermédiaire de Bryce, qui la mentionne comme on mentionnerait la météo, de manière factuelle, sans trop d'importance. Elle est toujours dans la maison, toujours proche d'Adrienne, bien que je comprenne que l'amitié se soit considérablement refroidie une fois qu'Adrienne a réalisé combien d'argent sa sœur avait laissé filer pour un rétroviseur scotché et une chemise en flanelle. Pauline, me dit-on, ne parle plus d'ambition. Je ne me sens pas exactement triomphant quand je pense à tout ça. Pas de la manière à laquelle je me serais attendu. À l'époque où j'étais assis sur le bord de ce lit au 3e étage avec 2 sacs de sport par terre et un dossier dans mon tiroir de bureau que personne n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. Ce que je ressens est quelque chose de plus calme que le triomphe, quelque chose de plus proche de la certitude. J'ai construit quelque chose de réel pendant 9 ans sans avoir besoin que personne ne le sache. Et quand la femme qui était censée me connaître le mieux a décidé, une nuit ordinaire, que je ne valais pas la peine d'être connu du tout, je n'ai pas incendié la maison, ni ne l'ai supplié de rester, ni ne me suis expliqué sur ce seuil de porte. J'ai juste souri, je suis parti, et j'ai laissé la vérité faire ce que la vérité fait toujours finalement. Elle l'a trouvé. Elle les a tous trouvés. Et contrairement à moi, ils ne l'ont jamais vu venir.